Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir et à la une, le titre Coinbase qui s'apprête à flamber sur le Nasdaq à Wall Street. C'est l'entrée en bourse du jour, l'entrée en bourse de l'année peut-être, et la rencontre entre les cryptoactifs et le marché boursier régulé. Coinbase qui pourrait peser peut-être pas loin de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière sur cette première séance. Le prix de référence a été fixé à 250 dollars, mais les premières indications de marché, alors qu'on attend toujours la cotation réelle, les premières indications de marché donnent une hausse entre 40 et 50% pour le titre Coinbase. Ce sera le sujet à la une dont on parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On reviendra également sur les publications des entreprises plus traditionnelles. Les banques américaines, Goldman Sachs offre des résultats spectaculaires pour le premier trimestre. Le titre est d'ailleurs porté par cette publication à Wall Street. JP Morgan sort également des chiffres très très solides sur toutes ses activités. Le trading, la banque d'investissement, on a eu beaucoup d'opérations, donc beaucoup de commissions pour les banques. Tout ça fonctionne très très bien. On notera quand même une réaction de marché un peu plus frileuse par rapport aux résultats publiés par JP Morgan aujourd'hui. Et puis chez nous en Europe, on aura l'occasion de redire un mot encore de LVMH avec les ventes spectaculaires, la croissance des ventes spectaculaires qui a été publiée hier par LVMH. Les analystes manquent de superlatifs et même le directeur financier de LVMH face aux analystes manquait, lui, semble-t-il, d'explications pour essayer d'apporter des éléments de réponse à la croissance spectaculaire, notamment de la division mode et maroquinerie. On n'a pas toutes les explications aujourd'hui qui permettent d'expliquer une croissance de plus de 50% pour les ventes de cette division qui comprend bien sûr les marques vedettes Louis Vuitton et Christian Dior. LVMH qui termine la séance au plus haut et qui aura bien tiré le CAC 40 d'ailleurs, le CAC qui s'offre une clôture au-delà des 6200 points pour la première fois. Vous aurez le résumé complet avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse qui sera un prolongement parfait de notre discussion de marché, on s'intéressera précisément au flux de marché à travers l'industrie des ETF, des flux qui sont intenses sur le premier trimestre de l'année. Et c'est Régis Bourget, les équipes de l'Ixor qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct dans ce studio. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est le résumé complet de la séance après clôture en Europe et c'est Eva Ben Saadi qui nous accompagne ce soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture dans le vert ce soir après une journée passée intégralement en hausse. Il gagne 0,38% et s'établit au-dessus de la barre des 6200 points à 6209 points. Cette séance aura été ponctuée par la publication des prix à l'importation aux États-Unis. Ils ont augmenté de 1,2% en mars par rapport au mois précédent. Progression un peu supérieure au consensus. De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,1% en données brutes. Par rapport à mars 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 6,9% et de 9,1%. Après les statistiques macro, ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui a pris le relais avec la publication dans la journée des résultats trimestriels des grandes banques américaines comme JP Morgan qui a donné le coup d'envoi. La banque frappe fort avec un bénéfice net multiplié par 5 à 14,3 milliards de dollars. Aux États-Unis, toujours le président de la Fed, Jérôme Powell, s'est exprimé au cours d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington. La publication du livre beige de la Fed, point d'étape sur l'évolution de l'économie au cours des 2 derniers mois, est attendu quant à lui ce soir. Côté européen, la production industrielle chute plus que prévu en février dans la zone euro, une baisse de 1,6% selon Eurostat, alors que les déboires du vaccin de Johnson & Johnson, qui reporte le déploiement de son vaccin, risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Du côté des valeurs, aujourd'hui, on a suivi LVMH
LVMH, bien sûr, nettement en tête du CAC après la publication des résultats spectaculaires. Hier, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Ils progressent de 2,86% à la clôture. Dans son sillage, les groupes Kering et Hermès progressent tous les deux, eux aussi, à la clôture. Mais aussi le groupe automobile Stellantis. Le directeur général a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais qui était, selon les syndicats, menacé. Nexity aussi, après la réalisation de son émission d'Océane 2028 d'un montant nominal de 240 millions d'euros. Elle permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des océans en circulation à échéance 2023. Saint-Gobain également qui lance un fonds carbone interne. L'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050 et contribuer aussi à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables, Voltalia, annonce 770 mégawatts de nouveaux projets éoliens en France. Les cours du brut, eux, ont progressé tout au long de la journée après la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année. Il oscille légèrement en dessous des $65. Demain, journée statistique 100% américaine. Les investisseurs regarderont entre autres les ventes au détail, la production industrielle et les indices manufacturiers de la région de New York. Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez nous accompagne ce soir en plateau, chef analyste chez IG à Paris. Bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir. François Chollet est à vos côtés, le directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Florent Delorme de nous accompagner également à distance par téléphone. Bonsoir Florent, merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments. La cotation de Coinbase au Nasdaq, c'est évidemment le titre à la une aujourd'hui avec une hausse attendue de l'ordre de 40-50%. Le prix de référence a été fixé à $250. Ce n'est pas une introduction en bourse habituelle, c'est un listing direct sur le Nasdaq et le prix de référence est déjà bien au-delà des $350. Alexandre, que dire déjà de cette opération, du business model de Coinbase, il faut peut-être en parler également, et de la corrélation très directe qu'il va y avoir sans doute entre le cours de bourse de Coinbase et le prix des différents cryptoactifs qui sont traités aujourd'hui sur la plateforme. Ouais, donc c'est ça que c'est un événement quand même. Hein. C'est une introduction qui est un peu à part dans le paysage des introductions qu'on a eu ces derniers temps. Ça se passe aussi au bon moment. C'est vrai qu'on est sur des valorisations de crypto qui ont encore battu ces derniers jours des records au niveau mondial. Si on évalue ce marché, hein, c'est un marché, on est à 2200 milliards à peu près. Donc en comparaison, c'est l'équivalent de ce que vaut Apple dans le marché, par exemple. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. C'est un nouveau modèle. C'est sûr que ce n'est pas là. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut arriver et disparaître. C'est-à-dire que ce soit très volatile, ce sera très très probablement le cas parce qu'ils vivent de l'intermédiation. Donc des transactions sur à la fois le nombre de transactions et des volumes de transactions. Donc si vous avez un panier moyen d'échange qui est très élevé, vos commissions sont plus élevées. Si ce panier diminue, vos commissions sont moins élevées. Donc ça va effectivement être très très corrélé à l'évolution des cryptos, donc ça va le rendre très volatile aussi. Pour les créateurs, c'est le bon timing pour aller en bourse, ça c'est très clair. On est en 2012, hein, c'est une boîte qui est quand même très très jeune, qui a moins de 10 ans d'existence. Ouais, mais à la fois 2012, c'est-à-dire qu'il y a quand même une expérience. Ils ont un métier pour le brokerage, je trouve que c'est pas peu comme temps d'existence. Donc c'est quand même, ils ont quand même un métier qui est là-dessus, et probablement derrière que l'ouverture va se faire pas seulement sur les cryptos, mais surtout ce qui va être dérivé des cryptos. On voit que certains opérateurs chinois, par exemple, commencent à proposer, pour ne pas les citer, d'acheter des actions, mais qui sont tokenisées, en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des actions de n'importe quel groupe, en tout cas, eux, ils proposent pour l'instant Tesla, parce qu'évidemment, c'est le symbole. Ouais. Autant commencer directement par ce qui attire le chaland. Exactement. Mais c'est encore autre chose. On connaît effectivement les actions. Attendez, mais c'est quoi, tokeniser une action? Qu'est-ce que c'est? Le spécialisme, ça veut dire que vous allez pouvoir, sur ces plateformes-là, à un moment donné, aussi acheter des titres ou avoir quelque chose qui vaut le titre. Ce ne sera pas un titre détenu, donc pas de droit de vote ou autre, mais vous allez avoir un titre dérivé, quoi, d'une certaine manière. Un dérivé supplémentaire.
supplémentaire, j'ai envie de dire, comme le sont les CFD qu'on propose IG par exemple, ce sera un dérivé de plus. Donc c'est ça aussi, je pense, l'avenir. Et est-ce qu'il y aura un jour, je sais pas, des matières premières, des contrats à terme sur des choses qui sont dérivées aussi de cette matière-là? C'est ça qui sera possible. Donc voilà à peu près ce que ça représente. Après, est-ce que c'est... Il y a toujours 1000 questions qu'on se pose encore en ce moment, parce qu'il y a ceux qui sont convaincus du potentiel des cryptos comme moyen de paiement, comme finance décentralisée qui prendrait le dessus sur l'ensemble de la finance mondiale. Et puis face à ça, vous avez la finance classique, la finance centralisée, la finance régulée, et qu'on n'entend pas forcément beaucoup en ce moment, mais qui, je pense, avec la place que prend la finance décentralisée, va devoir être un peu plus audible à un moment donné, à développer ses propres outils aussi. La BCE, la Fed et autres, et la Chine le fait déjà par des devises numériques, ou tente de le faire rapidement. Mais il semble quand même qu'on arrive à un élastique qui se tire, si vous voulez, et des montants qui deviennent assez significatifs quand même sur la partie crypto. Et il me semble que les régulateurs, peu importe qui ils seront, mais banques centrales ou autres, vont être un peu plus audibles à un moment donné par rapport à cette question-là, parce qu'on ne parle plus de quelques dizaines de milliards, mais on est sur 2200 milliards de marché. Mais on n'imagine pas, vous allez réagir François, mais on n'imagine pas, Alexandre, une interdiction pure et simple des cryptoactifs par les grands régulateurs mondiaux. Tous les trading desks des grandes banques américaines et des banques de Wall Street proposent aujourd'hui à leurs clients la possibilité d'investir sur les cryptos. Toutes ces banques et tous les gestionnaires d'actifs n'intègrent pas les cryptos dans les classes d'actifs qu'ils investissent dans leurs fonds et leurs véhicules d'investissement. Mais en revanche, ils proposent des desks ouverts pour leurs clients sur ces marchés-là. Oui, donc effectivement, c'est qu'il y a un vrai intérêt des institutionnels. D'ailleurs, c'est ça qui a fait notamment que cette valorisation a grimpé aussi rapidement. C'est quand le marché a vu que les instituts commençaient à arriver un peu sur ce marché-là, ce qui n'était pas le cas de la première vague en 2017, par exemple, qui était une vague très très retail, avec en plus des effets de levier ou autres, et qui est retombée aussi vite. Là, il y a des structures qui rentrent. Et encore aujourd'hui, le PDG de Goldman Sachs a dit on va aller dans l'innovation sur la blockchain, on va développer des projets sur les cryptos. Donc, c'est évident, c'est pas fait pour disparaître. C'est le nombre. Ça rappelle un peu, et je m'arrêterai là-dessus, ça rappelle quand même furieusement ce qu'on a vécu. Alors, ça fait un peu boomer de dire ça, et je ne suis pas encore un, mais ça rappelle un peu la bulle Internet quand même. C'est-à-dire que vous avez énormément d'acteurs. Dans le un peu qui est une... Oui, oui. Et dans le monde d'acteurs qui arrive, vous avez des valorisations ou des variations intraday qui sont absolument spectaculaires, et vous avez un marché qui monte de manière très très rapide. Donc ça ressemble quand même sur certains aspects à cette bulle-là, et ça veut donc dire qu'il va falloir que ça consolide à un moment donné. Il y aura peut-être des concentrations, je ne sais pas sous quelle forme, mais on sent quand même que ça va trop vite. Voilà, c'est que ça va pas trop vite sur un horizon très lointain, mais sur un horizon de 10 mois, 12 mois, ça va très vite. Cycle d'adoption là qui rentre effectivement dans une phase d'accélération. Qu'est-ce que vous inspire? Alors Coinbase, déjà, j'aime bien aussi le modèle de l'entreprise. Je me sens donc boomer totalement dans cette discussion. Très bien. Non, alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai une première chose à dire, c'est que on va remettre les choses en place. C'est une introduction, c'est une boîte qui pour le coup fait 1,8 milliard sur le dernier trimestre. Ouais. C'est pas... Et qui fait 25% de marge bénéficiaire. Voilà, ça existe. Okay. Et c'est un modèle établi. C'est ni plus ni moins un broker, alors sur les cryptos, mais c'est un modèle d'activité qui est déjà connu et reconnu. Mais quand même, on lui trouve un prix d'introduction qui est l'équivalent de la capitalisation boursière de la BNP, qui est la deuxième, je crois, plus grande banque européenne. Donc, c'est juste pour remettre en parallèle. Et ça, c'est juste le prix proposé au marché pour la première cotation. Et on va voir dans les minutes qui viennent quel sera le prix adopté par les investisseurs, l'offre et la demande, où est-ce que ça va s'équilibrer. Et d'après ce que j'ai compris, ce sera, je pense, au-dessus de cela, bien au-dessus de cela. Donc, quand même, on peut se poser des questions. Le Bitcoin, c'est une technologie, elle est là, elle va rester, on est certain de ça. Et les 4800 crypto-devises, de toute façon, ce sont des technologies, elles ne vont pas toutes rester, mais le principe de dématérialiser une monnaie d'échange ou de paiement, on est d'accord, ça va rester. Là où se pose un problème, c'est que d'abord, il y a un problème légal. On ne peut pas acheter des biens autrement que dans la devise de référence dans un pays, et en Europe particulièrement, on a le monopole de l'euro pour régler des transactions. Ensuite, vous avez un autre problème qui est, du point de vue du banquier central, la capacité de nuisance qu'un tel univers propose. Une capacité de nuisance, je ne parle pas d'écologie, je parle vraiment, d'abord pour l'économie souterraine, mais ensuite, une capacité de nuisance parce que c'est, il ne faut pas l'oublier, une taille qui devient critique. 2200 milliards de valorisation pour les crypto-données, c'est le PIB de la France. Si ça s'effondre, on a un vrai problème en termes monétaires pour les autorités censées réguler les monnaies. Ça, c'est très nouveau, alors. Le côté systémique de ces crypto-actifs... Ça devient un éléphant à regarder comme le reste. Et donc, quand vous êtes un banquier central et que vous voyez énormément d'argent s'investir
dans un actif quel qu'il soit d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle des cryptos, ça aurait pu être des matières premières, pour avoir une bulle quelle qu'elle soit. Quand elle atteint une certaine taille, elle devient une menace par sa volatilité pour une politique de transmission monétaire à l'économie. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer, quand vous êtes banquier central, que vous allez avoir une concurrence qui va devenir importante sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. 2000 milliards, vous le savez mieux que moi, mais le marché des devises traditionnelles, je sais pas, l'euro-dollar, c'est quoi? 6 000 milliards d'échanges quotidiens, c'est une goutte d'eau. Au regard de l'argent qui est investi sur des marchés de crédit, sur des marchés obligataires, sur des marchés actions, c'est une paille quand même ce marché des cryptos aujourd'hui. Se pose quand même la question de ce que ça signifie 2200 milliards si ça disparaît. Non, mais... Et donc, ça signifie en matière de consommation, ce que ça signifie en produit monétaire. Voilà, ça a une signification. Voilà. Donc, juste pour rappeler, juste ça, qu'on a une introduction. Alors, c'est vrai qu'à la différence des années 2000, alors c'est vrai qu'on vient de franchir un niveau de marché, notamment sur le CAC, qui nous ramène 20 ans en arrière. Donc, c'est vrai que ça peut nous faire un petit peu rappeler ses souvenirs. Et c'est une cure de jouvence. C'est une cure de jouvence. On était au même niveau sur les indices actions européens il y a 20 ans, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut entendre. Mais par rapport à ces années 2000, on n'est pas dans quelque chose qui est du rêve. Il y a une activité économique de trading autour de ces cryptos. Elle génère des revenus très significatifs et des marges très significatives. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est un modèle de brokerage où ils ont des commissions assez élevées visiblement. Alors que tout le monde est en train de mettre ses commissions à zéro partout sur le marché américain en tout cas. Là, ils ont des commissions quand même assez substantielles. Et c'est ce qui fait la valorisation, à mon sens, de ce dossier sur le marché. Parce que sinon, il faudra attendre un peu, quelques années en tout cas, avant que ce soit justifié par les métriques de la société en elle-même. Donc voilà, il y a un sens réel à cette activité-là. Après, en ce qui me concerne, et je le dis parce que moi je suis payé pour gérer de l'épargne, on me confie de l'épargne qu'il faudra à un moment donné restituer. Et quand vous avez des gens qui vendent un appartement, ils n'ont pas forcément envie, ils peuvent peindre une salle de bain, mais ils ne veulent pas perdre une ou deux chambres de leur appartement. Et quand ils me transmettent ça à gérer pour quelques années, la question c'est est-ce que je peux aller autrement que dans une diversification extrêmement modérée sur ce genre d'actifs? La réponse, elle est non, parce que je ne suis pas capable d'expliquer dans un sens ou dans l'autre, quel pourrait être le devenir de ce que j'aurais mis sur ce genre de placement. Non, mais vous l'avez dit, c'est un outil de diversification pour des professionnels de l'investissement. Pas plus que du jus d'orange. Objectivement, ça n'a pas de sens en soi comme investissement, ça ne produit pas d'intérêt. Le seul miracle de l'économie capitaliste, c'est le compte de résultat des entreprises, le profit. Ce profit qui est distribué aux actionnaires pour partie. C'est le seul miracle. Le reste n'a pas d'équation magique. L'argent magique, et sans vouloir citer M. Carminac, qui a fait une très belle lettre à ce sujet aujourd'hui, l'argent magique, on voit bien comment ça se termine généralement. On parlait d'abstraction, mais attendez, on vient d'une entreprise qui est quand même un actif matériel tangible. On a déjà créé des titres, des actions qui représentent cet actif matériel, qui était papier, qu'on a dématérialisé il y a bien longtemps, et sur lequel aujourd'hui on est en train d'imbriquer une dématérialisation, y compris peut-être demain dans la blockchain. Ça veut dire qu'on est dans Inception, le film. Vous vous souvenez, vous faites un rêve, et à l'intérieur du rêve, vous ouvrez un autre rêve, etc. À un moment donné... Les marchés financiers ont grossi comme ça au cours des dernières années, à travers les dérivés, dans des rêves, mettez-les dans des tranches, on va regarder, vous allez voir, il y aura peu de volatilité, ce sera peu risqué, on va attirer du capital, il y aura du rendement, etc. Et un jour, la mer va se retirer et on verra ce qui nageait nu, c'est-à-dire on verra quels étaient vraiment les fondamentaux de ces dossiers-là. Florent Delorme, on a beaucoup parlé du Bitcoin et de Coinbase, je le rappelle, c'est quand même l'objectif de cette discussion. Je ne sais pas quelles sont les remarques, ce sujet au sens large vous inspire, Florent? Ça m'inspire beaucoup de choses, puisque c'est un sujet très macroéconomique d'un certain point de vue, puisqu'il s'agit de l'arrivée potentielle d'une nouvelle monnaie. En tout cas, c'est comme ça que le présentent ceux qui sont de farouches partisans de ces monnaies numériques, en particulier du Bitcoin. Alors, ce que je peux dire pour compléter ce qui a déjà été évoqué sur la question, c'est que c'est effectivement un actif de plus qui semble dorénavant bien installé, et la comparaison la plus simple qu'on pourrait faire, ce serait celle avec l'or. On peut dire qu'il s'agit d'une forme d'or numérique, et de ce point de vue-là, pourquoi pas effectivement avoir cet actif de réserve à disposition des gens qui ont du capital à placer. Et si certains ont une foi
supérieures dans le Bitcoin à celles qu'ils peuvent avoir dans l'or, par exemple, pourquoi pas à chaque génération ses convictions. Par contre, là où sans doute, à mon sens, certains se fourvoient, c'est lorsqu'ils imaginent pour les monnaies numériques et pour le Bitcoin en particulier, un avenir au-delà d'un simple actif de diversification considéré comme un actif de réserve. C'est-à-dire que l'avenir du Bitcoin en tant que monnaie possible de substitution me semble fortement compromis. Et là, je rejoindrai effectivement ce qui vient d'être dit à l'instant. La souveraineté monétaire, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Je pense qu'on peut difficilement envisager que les États souverains renoncent à cette souveraineté et laissent le Bitcoin s'avancer progressivement comme monnaie possible de substitution. Alors à ce stade, effectivement, il n'y a pas trop de réactions parce que ça reste quand même un phénomène extrêmement marginal. Vous l'avez dit, Grégoire, à l'échelle des capitaux mondiaux et des transactions, ça reste quand même des montants assez peu impressionnants. Et puis, la seule question qui se pose pour les pouvoirs publics, c'est à l'heure actuelle, en France, qui a acheté du Bitcoin, dans quelle proportion et qui l'utilise pour faire des transactions. À ce stade, évidemment, la réponse, elle n'est pas inquiétante. C'est-à-dire quelle est la fraction de la population française qui a acheté des bitcoins et pour quel montant et qui envisage un seul instant d'utiliser le bitcoin à la place de l'euro, cette fraction-là, elle est dérisoire. Donc lorsque vous êtes un pouvoir public, vous n'avez aucune difficulté à voir émerger des phénomènes que je qualifierais de dissidents, puisqu'effectivement la monnaie numérique en soi est un acte dissident, puisqu'il s'agit de remettre en cause justement la monnaie souveraine de l'État. Donc c'est une forme d'acte de rébellion, comme l'or l'a été pendant des siècles, par rapport à la monnaie imprimée que l'État vous impose. Mais donc à ce stade, si vous voulez, la plupart des gouvernements ne sont pas vraiment effrayés parce que le phénomène est marginal. Mais si ça devait devenir un phénomène d'ampleur, vous verriez à quel point les réactions seraient d'une brutalité. Et on en a eu un avant-goût dans le cadre de Facebook et de son projet de monnaie numérique. Ouais. Parce que là, Facebook, c'était autre chose. Voilà un acteur qui, de fait, représente plusieurs milliards d'utilisateurs dès maintenant et qui aurait eu la possibilité de convertir des milliards d'utilisateurs à une utilisation immédiate de sa monnaie numérique. Et là, si vous vous en souvenez, vous avez l'ensemble des gouvernements de la planète qui sont montés au créneau immédiatement pour empêcher l'émergence de cette monnaie de Facebook. Donc le succès du Bitcoin, d'un certain point de vue, il est à ce stade lié justement à son manque de succès. Et ce qui tuerait le Bitcoin, ça serait d'avoir un succès beaucoup trop fort. Donc ce que peuvent espérer les fervents partisans du Bitcoin, finalement, c'est d'avoir un succès pas trop important parce que je suis à peu près convaincu que si le succès est trop fort, là, ça peut se transformer en un drame pour les porteurs de Bitcoin. Donc voilà, ce qu'on peut espérer, c'est que le succès reste un succès à la marge pour quelques spécialistes, mais c'est son succès qui tuera le Bitcoin. C'est à peu près une conviction qu'on peut bien établir. Et si on fait la part des choses, Florent, vous l'avez très bien expliqué, mais si on considère que le Bitcoin et d'autres cryptoactifs ne pourront pas devenir des monnaies concurrentes des monnaies souveraines, et notamment sur le plan transactionnel, vous l'avez dit également, on peut considérer quand même ces actifs ou ces valeurs comme des valeurs de réserve. Et beaucoup dans le monde de la gestion, non seulement s'interrogent, mais commencent à utiliser par petites touches ces valeurs de réserve comme des diversifiants, on va dire, dans leur stratégie multi-actifs, par exemple, Florent. Comment est-ce que vous regardez ça ? Est-ce que le monde de la gestion peut demain être utilisateur plus large de ces cryptoactifs dans cette logique de diversification et de valeur de réserve ? Alors évidemment, on regarde le phénomène, on pense que, comme je l'indiquais, ça a du sens en tant que valeur de réserve, mais à ce stade, on préfère encore l'or parce que, de notre point de vue, ce qui empêche actuellement de qualifier le Bitcoin comme valeur de réserve, c'est sa volatilité encore trop forte. Et de ce point de vue-là, l'or a cette caractéristique d'avoir une volatilité un peu moindre. Mais dès lors que le Bitcoin se stabilisera un peu et aura une volatilité moindre, oui, tout à fait, je pense que ça a du sens de l'envisager comme valeur de réserve dans un portefeuille au même titre que l'or, par exemple. On notera au passage, Florent, je suis désolé, mais on parle beaucoup plus des cryptos que de l'or, parce que l'or, en plus, a un parcours assez décevant depuis les 2000 $ qu'on avait touchés l'été dernier. Oui, parce que l'or, c'est l'exemple
c'est justement l'or, si vous voulez, c'est justement l'exemple d'une monnaie possible de substitution qui a échoué. Et parce que justement, elle n'attire plus les foules. Mais lorsque l'or a eu son heure de gloire, les gouvernements l'ont interdit. Je prendrai un seul exemple qui parlera à nos auditeurs français. Lorsque dans l'après-guerre, compte tenu de la période trouble qu'on venait de traverser, beaucoup de Français détenaient de l'or et avaient du mal à se séparer de leurs pièces d'or et à revenir à la monnaie que le général de Gaulle souhaitait farouchement imposer dans l'après-guerre en France. Un des premiers actes décisifs du général de Gaulle, ça a été d'interdire la détention d'or et de ce fait de ramener l'or effectivement à la périphérie de la sphère financière. Donc c'est un exemple pour vous montrer que l'or, effectivement actuellement, n'est plus vraiment considéré comme un actif à succès, mais c'est aussi parce que il a été, à chaque fois qu'il a été sur le point de l'emporter, il a été sévèrement réprimé par les pouvoirs publics et il n'y a pas de doute que le Bitcoin subira sans doute le même sort. Et du coup, effectivement, l'or n'est pas non plus la martingale, même en période de trouble. On l'a bien vu à l'occasion des derniers mois où finalement sa performance a été assez décevante au regard des troubles sanitaires et économiques. C'était mon point. Bon, quelques remarques, commentaires encore sur ce Je sujet. partage sur l'or François Chollet. L'or a montré sa solidité et d'ailleurs il souffre depuis quelques mois effectivement de la remontée des taux d'intérêt qui évidemment pénalise un petit peu les porteurs d'or qui ne voient pas d'amélioration de leur situation parce que effectivement l'or ne produit pas de richesse. On parlait du miracle de l'économie. C'est les taux réels qui remontent, mais les taux réels qui remontent pénalisent l'or. En revanche, si vous regardez sur une période plus longue, que vous ayez placé votre argent en bons du Trésor américain sur les 10 dernières années ou en or, finalement, vous avez fait une performance quasiment similaire avec les intérêts composés de vos placements sur les bons du Trésor américain. Donc, ça a quand même montré une résilience et une solidité. Après, c'est difficile à détenir. Et typiquement, en France, acheter de l'or... il y a toujours des contraintes physiques et puis les contraintes de danger, puisque vous avez à votre banque, vous avez des frais, etc. Vous avez une fiscalité un peu particulière. Et ce qui est accessible en termes de valeur mobilière, finalement, est assez complexe parce que, notamment, une partie de l'épargne en France est dans les contrats d'assurance vie et vous ne pouvez pas détenir d'or physique dans vos contrats d'assurance vie de par la législation. Donc, vous êtes obligé de passer par des fonds qui vont être plutôt corrélés à des mines d'or, corrélés à un panier de matières premières, etc. Donc on a du mal à trouver le moyen de détenir significativement de l'or dans les portefeuilles des clients, si ce n'est dans une détention physique ou déposé dans un coffre dans une banque. Mais c'est peut-être un des freins aussi, de ce point de vue-là. Le Bitcoin marque un point, puisque c'est devenu extrêmement facile d'accéder à ce planement de réserve, on va dire. Il est possible aussi que sur l'or, vraiment à court terme, depuis quelques mois, il y ait des stratégies un peu spéculatives aussi, des longs bitcoins, des short gold par exemple. On a vu ça sur le réseau, on a un petit peu. Donc, je dis pas que c'est ce qui génère cette phase-là, c'est clairement la remontée des taux et les taux réels qui génèrent ça, mais des opérations un peu spéculatives, d'un peu moins d'intérêt spéculatif sur des. Il y a la partie commerciale et la partie spéculative. Ça peut aussi jouer un petit peu dans les baisses. Après, c'est que l'or en ce moment, si on fait un peu de chartisme, il est vraiment sur un support. Donc là, c'est un test important par contre. Bitcoin au sommet, l'or sur un support, c'est un moment un peu charnière au niveau des deux. Le prix de l'or est quand même bien. Il y a des acteurs qui sont les banques centrales qui ont été quand même des grosses mains sur ce marché-là et qui ont été capables d'amener les variations de cours assez élevées aussi sur la matière. Alexandre, 6200 points en clôture pour le CAC 40. Cash pour la première fois donc depuis l'an 2000. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Si on chasse les records de l'an 2000, c'est donc 6900 points l'objectif. Est-ce que c'est un objectif réaliste ? Oui. Et comment est-ce qu'on peut, de 6200, passer à 6009 ? Alors, pas en ligne droite. Est-ce qu'on gagne 700 points en ligne droite ? Ou est-ce que ça se passe différemment ? C'est pas énorme. Dit comme ça, effectivement, au niveau de 2000, ça paraît hyper lointain. C'est quoi, 700 points ramenés au CAC, ça fait plus de 10% de hausse. Quand on voit ce qu'on a récupéré justement depuis le creux, qui était évidemment un cas exceptionnel, mais le creux Covid, 10%, ça peut se faire très vite. Il y a d'autres indices européens qui ont la même structure de potentiel. Si vous prenez des indices toujours hors dividende, parce que là, on parle bien du CAC hors dividende, si vous mettez les dividendes au CAC 40, tous les sommets 2000, 2007 et récemment, tous les sommets sont de plus en plus hauts. Donc, quand vous incluez les dividendes, il n'y a pas photo, les actions montent toujours. Mais vous prenez des indices hors dividendes, comme l'Eurostoxx 50, par exemple. Des structures un peu similaires. Les sommets de 2000 sont très, très hauts, 2007 un peu plus bas. Et puis là, on avait un sommet en place depuis 5-6 ans sur l'Eurostoxx 50. Donc, on a tapé. Après la crise de la détente euro, on a tapé. On retombe sur la crise des émergents. On remonte, tension États-Unis-Chine, ça retombe. On remonte encore, le Covid qui s'invite, ça retombe. Donc, quatrième fois qu'on vient de taper et on passe cette fois-ci. Donc, il y a à la fois des éléments macro qui justifient ça.
monétaires et autres. Et ensuite, il y a les aspects purement techniques. Et ça compte beaucoup aussi. Quand vous commencez à passer à un niveau, que les creux se redressent, des creux en plus souvent un peu systémiques quand même, voire carrément systémiques. Si à chaque fois vous venez sur la résistance, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, surtout avec l'environnement monétaire, soutien budgétaire en ce moment, que ça retourne. Donc au pire, ça peut un peu consolider, mais sur l'Eurostock 50, le niveau suivant, il est à peu près à 14-15%. Donc c'est le niveau 2007 de mémoire, hors dividende. Donc voilà, ça donne le potentiel sur l'Eurostock 50. Pour le MIB, c'est pareil, italien. On n'en parle pas tous les jours, mais le MIB, c'est pareil. Hors dividende, c'est une succession de creux. Ça s'est effondré depuis 2007 et ça ne fait que des creux depuis. Mais vous avez un bottom très large qui dessine sur à peu près 10 ans et c'est en train de taper à la hausse. C'est déjà même un peu reparti. Là, ça retrace un peu. Et je pense qu'une fois que le Covid sera un petit peu essoré au niveau européen, ça continuera. Donc oui, 6009, c'est l'objectif. Donc vous projetez ça sur le DAX aussi, des niveaux de 10% supplémentaires. C'est pas extraordinaire. Ça l'est à court terme par rapport au niveau de valorisation parce qu'on a quand même un CAC qui aujourd'hui se paie 26 fois les bénéfices. Il en valait presque 10 fois moins. Enfin, 14-13 fois. Parce qu'on sait que les bénéfices vont aussi fortement remonter. Donc si on regarde devant, ça va se détendre. C'est-à-dire que c'est pas ce trimestre-là ni le suivant, mais vous ajoutez les trimestres les uns après les autres, cette valo ne peut que baisser. Et au pire, ça consolide. Au mieux, ça poursuit. Mais on ne peut pas avoir des moins 20, moins 30 à nouveau. D'accord, parce que j'allais dire, si ça ne se fait pas en ligne droite, qu'on passe par des phases de consolidation, est-ce que ça veut dire quand même que récemment, dans la dernière vague de hausse, est-ce que le marché s'est un peu fragilisé ? Moi, je trouve un peu cher comme à court terme. C'est-à-dire que là, les résultats, LVMH, on en parlera peut-être tout à l'heure, évidemment ouvert la voie de manière spectaculaire. Mais il n'y a pas que du LVMH. Voilà, c'est LVMH, exactement. Vous regardez les secteurs, je vais faire très vite, des secteurs qui ont participé à cette phase de rallye des dernières semaines. Il y a des secteurs hyper en retard et qui ont été les plus massacrés par la crise Covid, tourisme, loisirs, le pétrole, gaz ou autre, même les banques aussi. Ce sont les secteurs, c'est la fameuse rotation qu'on a observée, qui se sont rattrapés de manière absolument spectaculaire. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le secteur auto dans l'Eurostock 600, il évolue 20% au-dessus de ce niveau pré-Covid, ce qui n'est pas le cas du marché auto. Le tourisme loisir, pareil, tout le creux a été effacé. Donc ça va trop vite. Ça, c'est clair que ça va trop vite. C'est ça qui appelle à la consolidation. Donc c'est ces secteurs-là qui peuvent, s'ils se tassent un petit peu, si l'Europe met un peu de temps, et ce qui est le cas à sortir de cette crise, ces secteurs qui ne peuvent pas continuer à prendre encore 10-15% en ligne droite, ou alors là, on serait vraiment dans un aspect plus bulle et un peu plus dangereux à ce moment-là. Donc ce serait 5 que ça consolide. Voilà. François, qu'est-ce que la saison de résultats débute là, justement, un peu plus d'un an après le choc, la violence du choc boursier lié à la pandémie. On a vu les rattrapages boursiers s'effectuer. Est-ce que cette période de résultats, là, elle va être importante? Elle va permettre de faire le tri? Quels sont les secteurs en particulier qui vont attirer le plus d'attention? En fait, le marché aujourd'hui se paye sur des niveaux sur les prochains 12 mois, si on tient compte des prochains 12 mois, qui sont finalement assez raisonnables. On est autour de 16 fois. C'est pas totalement décorrélé à la fois des taux d'intérêt et à la fois, je dirais, d'un niveau de risque normatif sur les primes des actions, sur le prime de rémunération des primes de risque. En revanche, on se situe dans quand même un marché qui va être assez écartelé parce que, on le voit bien, et encore l'exemple ce matin de la publication de LVMH est flagrant, il y a des entreprises qui vont sortir en 2021 des résultats qui seront meilleurs, voire bien meilleurs que ce qu'ils étaient préalablement à la crise. Ce sont les entreprises de croissance. Et elles sont chères aujourd'hui. On est sur des multiples, sans aller chercher, mais en moyenne plutôt autour de 25, 27, 30 fois les résultats que l'indice qui est toujours sur ces 16 fois les résultats de l'année prochaine ou des 12 prochains mois. Est-ce que c'est justifié? La réponse est oui. Comment arriver à trouver des entreprises qui ont franchi ces étapes-là sans dégâts et qui même en sortent encore plus fortes que précédemment la crise? C'est évident qu'il y a une prime à payer pour cette qualité. Et donc, c'est un élément clair. On peut continuer à investir dans des entreprises de qualité dans la durée parce qu'elles ont prouvé et elles continuent à prouver que même si on paye cher les multiples, la croissance qui est embarquée, si elle est pérenne et si elle est visible, elle les justifie, ces primes. Ensuite, depuis le début de l'année, ou même depuis 6 mois, on va dire, on a une rotation vers la value, c'est-à-dire vers les entreprises cycliques, les entreprises industrielles, celles qui étaient sensibles au cycle économique. Cette rotation, elle vient effacer des erreurs de valorisation. On ne peut pas valoriser les entreprises à un moment donné à des niveaux qui correspondent en rien d'un point de vue économique. Et donc le marché, simplement rassuré sur la perspective d'une sortie, un espoir, rattrape un certain nombre d'errements qui ont pu exister. Et vous dites pour autant, appliquer des multiples de valorisation plus élevés qu'avant la crise à des secteurs cycliques aujourd'hui, ce serait une erreur?
Plus élevé en valorisation, non, parce que pour l'instant, on valorise des profits qui sont quasi inexistants. Donc, ce n'est pas des multiples de valorisation de profits qu'il faut regarder, c'est des multiples, on va dire, value, valeur d'actifs comptables, actifs nets réévalués, des multiples de chiffre d'affaires, pourquoi pas, des choses assez basiques, une valeur tangible, lorsqu'on est sur le secteur bancaire, par exemple. Donc, c'est vraiment essayer de retrouver des métriques de ce qu'on peut récupérer en récupérant cet actif dans des conditions difficiles. Et on voit effectivement certains actifs, et le secteur du tourisme en fait partie, qui ont fait un rattrapage très conséquent, à tel point que même on a déjà essuyé les pertes de la période où ils étaient fermés. Donc il y a un sujet sur ce rattrapage, et je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement... Il y a des passagers clandestins un peu dans ce phénomène de rattrapage. J'en suis à peu près convaincu. D'accord. Voilà. Et il y a des exemples qui sont frappants. Si je pense à un dossier comme Air France, par exemple, est une anomalie de cotation à ce stade pour moi, mais c'est un dossier politique dont la cotation est à peu près assumée. On va faire l'augmentation de capital réservée de 1 milliard à 4,80 €. Si vous faites une valorisation fondamentale d'Air France, malheureusement, vous ne tirez pas 1 euro, et même en étant généreux dans la façon de l'appréhender. Donc c'est très difficile aujourd'hui de valoriser ces dossiers-là. Vous avez un autre dossier comme Accor, par exemple, qui a effectivement effacé totalement la phase de crise. On est aujourd'hui à un niveau de valorisation plus élevé qu'avant. Avec une saison estivale qui est encore un peu en suspens, une vaccination qui n'est pas encore... C'est une vision optimiste, en tout cas, du métier d'Accor et d'un rattrapage potentiel. Ça, c'est quoi? Il y a eu trop de spéculation? Non, les investisseurs considèrent qu'il va y avoir ce rattrapage avec la libération de l'économie, un surcroît de consommation, un surcroît de voyage. On aura ce phénomène. Est-ce que ça va suffire à récupérer le dernier gap des derniers pourcents des clients qu'on a perdus par rapport à 2019? Il va falloir vraiment faire le tri. Et donc, d'un point de vue des investisseurs, les niveaux qu'on a atteints sur les indices paraissent élevés, mais il faut bien relativiser. Il y a 20 ans, le CAC 40, c'était pas le luxe, c'était la banque. Une banque se payait pas 8 fois les résultats, elle se payait 25-30 fois les résultats. C'était les télécoms et les médias et la techno. C'était tout autre chose, le CAC. Celui que nous avons aujourd'hui, le luxe représente plus de 20%. Le secteur financier a repris un peu de vigueur, mais c'est encore un poids qui est très réduit par rapport à ce qu'il a pu être. Donc on a un indice qui ne représente plus du tout la même chose, et surtout on a un indice qui est beaucoup plus croissance dans son orientation que ce qu'il était il y a quelques années. Et justement, pour conclure là-dessus, LVMH, sur le plan boursier, vous dites quoi, François? Est-ce qu'on peut le discours chez nous est assez clair, c'est on a interdit depuis maintenant de nombreux mois nos gérants de vendre cette valeur. Ah, vous interdisez à vos gérants de vendre... Mais parce que c'est extrêmement compliqué. On a des fonds de croissance qui ont très belle performance, on en est ravis. Mais le problème, c'est que vous avez quelques dossiers comme ça emblématiques où vous n'avez que des bonnes surprises trimestre après trimestre. Et à chaque fois, cette surprise favorable vient d'étendre les multiples. Multiples qui sont justifiés par la qualité, encore une fois. C'est la qualité qui fait aujourd'hui la confiance qu'on peut avoir sur ce dossier-là. Et donc, si vous les lâchez, c'est déjà plus de 10% de l'indice, quand on parlait des compositions des indices, et vous avez beaucoup de mal à revenir dessus. Alors oui, on peut faire un peu de trading, on peut alléger un peu et puis bénéficier, mais concrètement... Fondamentalement, vous dites... Tant qu'on a la validation de tout cela sur de la longue période, il n'y a aucune raison, quand on est investi en fonds de portefeuille, de ne pas avoir des belles entreprises de qualité comme celle-là. Florent Delorme, chez M&G, quel état des lieux vous dressez aujourd'hui quand vous regardez les marchés globaux, les actifs risqués continuent de performer, les indices boursiers sont au plus haut. On voit aussi une peur qui reflue. Le VIX se normalise. L'indice de volatilité du marché américain est revenu sur les niveaux pré-Covid. Les flux vers les actions aussi, si on essaye de regarder les grands drivers, sont quand même assez intenses avec des flux records là, concentrés en quelques mois sur les actions mondiales dans leur ensemble. Est-ce que tout ça est de bon augure pour la suite, Florent? Est-ce que c'est un marché qui devient un peu plus vulnérable aujourd'hui? De notre point de vue, si on doit faire un commentaire général sur la valorisation des marchés actions et quels que soient les ratios de valorisation qu'on regarde, il nous semble qu'effectivement, on a quand même des valorisations un peu tendues au regard des perspectives bénéficiaires et de l'incertitude sanitaire qui demeure quand même un peu. Donc c'est difficile de dire qu'on n'a pas de tension de valorisation sur de nombreux segments de la cote, mais néanmoins, la question c'est est-ce qu'il faut
garder en tête les historiques de ratio de valorisation comme source de comparaison, parce qu'effectivement, le monde a changé. On pourrait dire que cette fois, c'est différent, dans la mesure où on est face à une situation assez inédite de soutien monétaire et budgétaire sans précédent, dont on est à peu près assuré, puisque les pouvoirs publics et les banques centrales ne cessent de rappeler leur volonté de soutenir, quoi qu'il en coûte, l'économie. Et du coup, ça peut permettre de relativiser ce qui peut apparaître parfois comme des valorisations excessives. C'est qu'on est en situation exceptionnelle de soutien total des puissances monétaires et budgétaires. Et dans ce cadre-là, on peut effectivement considérer que l'actif action conserve tout son intérêt, et c'est du coup notre analyse in fine, et l'actif action demeure l'actif central dans nos allocations, compte tenu du soutien exceptionnel dont on bénéficie. Alors on pourrait là aussi se poser des questions sur les équilibres financiers à long terme, parce qu'on ressort quand même de cette crise avec des endettements qui en moyenne ont augmenté de 20% du PIB un peu partout, ce qui n'est quand même pas sans conséquence, et ça nous ramène du coup au début de l'émission sur la stabilité financière à moyen terme et la crédibilité des grandes monnaies qui sont pleinement utilisées actuellement pour sponsoriser l'économie et les marchés. Et ces questions-là sont liées, c'est-à-dire que d'un côté, on se réjouit de ce soutien sans faille qui permet de justifier les valorisations actuelles et qui nous incite à poursuivre nos investissements en actions, mais en même temps, il faut faire le lien avec cette euphorie qu'on constate sur le Bitcoin, parce que certains commencent à s'interroger sur la crédibilité des banques centrales à moyen et long terme, et d'où l'émergence de phénomènes comme le Bitcoin. Mais à ce stade, les marchés, les opérateurs de marché ne se posent pas trop la question de l'augmentation massive des endettements, et donc c'est une question d'un certain point de vue prématurée pour un investisseur. C'est une question pertinente pour un chercheur en économie ou en finance qui peut se poser la question des équilibres à moyen long terme. Mais pour nous, qui sommes des praticiens de l'économie, il faut reconnaître que la question de la soutenabilité des endettements dans la durée et de la valeur des monnaies n'est pas vraiment une question que les opérateurs se posent actuellement. Donc on ne veut pas non plus se poser trop de questions théoriques qui viendraient finalement nuire à notre lucidité en tant qu'investisseur. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut acheter des actions, évidemment en étant si possible discriminant et lucide, mais il ne faut pas être effrayé par ces niveaux qui peuvent paraître élevés. Ça reste de toute façon dans un univers de taux, de notre point de vue, durablement bas, et ça ramène à une autre question qui est la question de l'inflation qu'on traitera peut-être plus tard, mais dans un univers de taux relativement bas, parce qu'il y a peu de chances que l'inflation revienne, les marchés actions ne vont pas être attaqués par une remontée de l'inflation et donc des taux, et donc du coup, il nous semble que, in fine, l'actif action a toute sa place. Ben voilà, on l'a traité l'inflation, Florent. Non, je vous préviens, on n'aura pas le temps d'en reparler là dans cette émission. On en reparlera évidemment prochainement, régulièrement, avec vous, avec d'autres. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est vrai que là, il nous reste juste quelques minutes. François Chollet, vous aviez un... Je partage l'idée sur les marchés actions administrés par les banquiers centraux. D'ailleurs, on peut même l'illustrer, parce que lorsqu'ils ont commencé à normaliser, il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'était en 2018, les politiques monétaires aux États-Unis, en remontant un peu les taux et en arrêtant de fournir la liquidité au marché, on a vu assez rapidement le résultat, et tout le monde s'est figé devant les phares de la Fed, avec des marchés qui s'effondraient jusqu'à ce qu'il y ait un revirement de politique le plus rapide de l'histoire de la Fed. Donc il faut garder en tête que les marchés, il est administré, et que lorsqu'ils auront décidé qu'il faut mettre un terme à l'euphorie générale, ça va arriver. On a toujours un risque sanitaire, c'est, je pense, l'autre sujet. Voilà, le retard à l'image en Europe, on va le payer. Qui est où d'accord. On va le payer. Retard en Europe. Bon, ok. C'est quelques semaines, mais ça compte. Ça compte, et il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres sujets. Mais encore une fois, je partage l'optimisme. Donc c'est pas il ne s'agit pas de tempérer. Mais si on doit quand même regarder, il y a, on a des taux de défaillance qui commencent à apparaître. Et ça, je pense que c'est de nature à se poursuivre pendant encore quelques semaines. Il va falloir faire donc attention. Pour l'instant,
les premiers impactés, qui seraient les porteurs d'obligations, n'ont pas vu quoi que ce soit dans leur portefeuille. Mais le secteur bancaire, par exemple, pourrait être affecté par un certain nombre de sujets. Là encore, pour l'instant, dans les provisions telles que c'est présenté dans les comptes, et notamment au titre du dernier trimestre de l'année dernière, il n'y avait absolument rien d'inquiétant, et ça justifie largement le rattrapage boursier du secteur bancaire et financier, voire du secteur de l'assurance, si on regarde aussi les parcours des grands assureurs. Donc on a des marchés qui sont correctement valorisés. Est-ce qu'ils peuvent aller un peu dans l'excès ? Honnêtement, c'est à la mode l'excès en ce moment. Oui, non, mais effectivement. À propos d'excès, on voit que le sujet de l'inflation suscite des réactions un peu moins excessives, Alexandre. Maintenant qu'on a des chiffres d'inflation là pour le mois de mars, rapidement, mais oui. On a vu que le stress de marché était plutôt en train de se détendre. Oui, mais alors, c'est un peu lié les deux, parce que la question de la prise de risque dans le marché... vous avez des cas récents qui montrent que l'excès de levier, c'est le cas de Archegos par exemple, je ne sais même pas si c'est un excès, un levier 5, c'est pas délire. C'est beaucoup, mais c'est pas délirant. C'est la pour un family office. C'est la taille des positions qui est absolument remarquable. 101 milliards qui s'évaporent en avec des banques, avec des prime brokers qui doivent agir dans l'urgence. Là, le problème il est là. Et donc, c'est ça que la Fed pourrait chercher à calmer un peu, et peut-être par des mesures liées à des ratios prudentiels de la part des banques ou autres, pour essayer de calmer un peu le jeu. Parce qu'il y a d'un côté la volonté que les marchés montent pour l'effet richesse, l'effet confiance, c'est important, et il faut aussi pouvoir le calmer un petit peu, mais ça se fait pas par des remontées de taux ou autres, surtout en ce moment où des guidances qui changent. Donc ça se fait peut-être par des ratios bancaires qui peuvent être un petit peu revus à la hausse. Et ensuite il y a la question des taux. Moi je pense que ce qui s'était passé là en février-mars, ces taux qui remontent un petit peu sur la partie américaine, c'était assez voulu, je pense, par la Banque centrale américaine, qui ne l'a pas dit au début de la remontée de taux, mais qui, après cette remontée, a dit, évidemment, arrivé après la guerre... On est confortable. On est à l'aise. On est à l'aise, ça, avec l'inflation et les anticipations d'inflation et de croissance, ça ne nous gêne pas. Donc, c'est bien de le savoir avant, on le sait après. Donc, c'est le rôle des marchés d'anticiper. Et je ne serais pas surpris que, si les marchés, là, ne consolident pas un petit peu, comme sur la partie américaine, que les taux puissent refiler un petit peu, maîtriser tout ça, évidemment. La Fed achète toujours 101 milliards d'actifs tous les mois, donc c'est quand même très maîtrisé. Mais pour refroidir un peu l'ambiance. Obliger un petit peu le marché à être... Je dis pas lui faire peur, mais latéraliser un peu, parce qu'on ne peut pas empiler 7-8% de hausse tous les mois, ça c'est pas possible par contre. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, IG, François Chollet, Montségur Finance et Florent Delorme, M&G Investments nous accompagnaient pour Planète Marché dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est celui des flux de marché à travers l'industrie des ETF. Et Régis Bourget est à mes côtés en plateau, le responsable de la vente et de la vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lyxor. Bonsoir et bienvenue Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Vous nous apportez toujours des éléments très très précieux justement sur ces flux de marché, ces flux ETF. Alors sur toutes les classes d'actifs évidemment, mais l'idée est de tirer un premier bilan de ce début d'année avec un premier trimestre clôturé, des marchés au plus haut, ça je crois que tout le monde l'a en tête. Ce qui est intéressant, c'est que les flux aussi sont sur des niveaux records, sur un rythme record de collecte. Oui, tout à fait. On est vraiment sur un trimestre record, un mois de mars record. Alors on va parler chiffres, 50 milliards de collecte nette sur le marché des ETF sur le premier trimestre, presque 20 milliards sur le mois de mars. On est sur un rythme de croissance, et là on parle hors effet marché, bien sûr, c'est de la collecte nette, de l'ordre de 20% sur un an. Voilà, avec des très bons flux également pour Lyxor, plus de 4 milliards d'euros de collecte, et puis très orienté action. Alors voilà, beaucoup d'actions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la décomposition de ces flux records, Régis ? Les actions dans quelle proportion ? Voilà, alors, tout à fait. Donc déjà sur les actions, on a 43 milliards d'euros de collecte. Donc donc sur 50, c'est 43 milliards de collecte actions. Voilà, plus de 80% en actions. Donc très clairement, les investisseurs jouent le thème de la reflation via les actions, particulièrement les actions monde. On a 18 milliards de collecte, actions émergentes aussi, plus de 7 milliards de collecte, actions américaines, et puis un petit peu moins sur l'Europe. Là, ce qui est intéressant sur l'Europe, c'est qu'on voit beaucoup de flux vers l'ESG, c'est quasiment 100% de collecte sur l'ESG. On a vu un petit peu de flux sur l'Italie, par exemple, suite à la nomination de Mario Draghi. Voilà, donc on est
sur un rythme très très élevé sur les actions. C'est intéressant, juste petite parenthèse, mais l'Europe, c'est vraiment Europe égale ESG. C'est-à-dire pour les investisseurs, Exactement. Investir sur les actions européennes, c'est avant tout investir sur des stratégies ESG. Oui, tout à fait. C'est l'essentiel des flux qu'on voit, en tout cas sur les ETF. Mais c'est vrai qu'on voit ces flux ESG depuis maintenant un peu plus d'un an, surtout sur l'année dernière. Plus de la moitié de la collecte l'année dernière sur les ETF était sur l'ESG. Et encore une fois, sur ce trimestre, on a 57% de collecte ESG. Donc on a une vraie rotation, je dirais, structurelle vers l'ESG. Restons dans cette parenthèse ESG. À quoi vous voyez que c'est une rotation structurelle? On sort de stratégies non ESG pour s'investir durablement sur des stratégies ESG? Oui, tout à fait. Ouais. Absolument. Que ce soit sur les actions, mais même aussi sur l'obligataire, par exemple. Ouais. Sur le crédit, on voit des sorties des ETF crédits traditionnels de l'ordre de 5 milliards d'euros, et puis une collecte de 7 milliards d'euros positifs sur le crédit ESG. Donc là, on est vraiment dans cette rotation. Une bascule, quoi, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et puis des flux, quasiment pas de sortie, en fait, sur toutes les stratégies ESG. Donc on est vraiment sur quelque chose sur une tendance durable, de fond. On peut le dire. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais très intéressant. Une bascule, la durable, qui s'accélère vers l'ESG à travers l'industrie des ETF. Vous le disiez également, les investisseurs. Alors sur la partie action, évidemment, c'est la majorité de la collecte, on va dire, du premier trimestre et du mois de mars, joue la reflation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément à ce sujet? À quoi est-ce que vous voyez justement que ce thème de la reflation un peu général, là, à quoi est-ce que vous voyez comment est-ce que ce thème ressort, on va dire, dans les stratégies là, que vous pouvez proposer? Alors il est très clair que les investisseurs cherchent à capter tous les plans de relance qui ont été annoncés, l'amélioration des indicateurs économiques au travers des investissements en actions. On a une rotation sectorielle, donc on a eu beaucoup de rotation aussi pendant ce premier trimestre, en particulier vers des secteurs qui avaient été délaissés dans la crise, comme les secteurs des banques, des bancaires, les financières, l'énergie. Alors ça va être beaucoup sur les nouvelles énergies, mais c'est un secteur qui a été très plébiscité. Pas mal de flux également sur les matières premières, et puis sur l'obligataire, sur l'inflation également. Donc on est vraiment dans ce thème de la reflation. Un dernier point également, c'est le grand retour du Smart Beta. Donc le Smart Beta... Juste repréciser effectivement le Smart Beta. Voilà, alors le Smart Beta, il s'agit d'indices qui ne sont pas pondérés par les capitalisations, mais qui vont être pondérés différemment. Donc, par exemple, dans le Smart Beta, on va retrouver des stratégies équipondérées qui ont été beaucoup jouées pendant ce trimestre. Ça veut dire pour le S&P 500, par exemple, on gomme le poids des GAFAM en les mettant au même niveau que les autres. Exactement. Et là, ça donne évidemment des choses différentes. Oui, et c'est des stratégies qui visent aussi à diversifier le risque en évitant d'être exposé sur des valorisations qui sont trop élevées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, deuxième segment très important dans le Smart Beta, c'est la value. Donc toutes les entreprises dont les valorisations sont faibles, donc on pense évidemment au secteur bancaire, mais voilà, il y a des stratégies qui permettent de jouer au travers de tous les secteurs la value et qui a énormément collecté sur le trimestre. Ouais. Vous arrivez à percevoir là si ces investissements sont des investissements avant tout tactiques, ou est-ce qu'il y a quelque chose de, je sais pas, l'idée d'un nouveau cycle et des stratégies qui pourraient être portées pour plusieurs mois, plusieurs trimestres peut-être par vos clients? On a plutôt l'impression que c'est des investissements tactiques vers la value. Après, tactique, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques trimestres. Ça peut être aussi. Tactique qui dure, quoi, voilà, c'est ça. En fonction de l'environnement de marché. Vous disiez sur les matières premières aussi, là aussi un thème très cyclique, mais à travers des produits indexés sur des matières premières spécifiques, vous voyez là aussi de l'appétit de la part des investisseurs. Oui, il y a une bonne collecte. Il y a eu 2 milliards de collectes sur le trimestre sur les ETF matières premières. On est plutôt sur des matières premières diversifiées. Donc on n'est pas sur une matière première en particulier. Voilà, on a des performances qui sont assez différentes entre l'or d'un côté, le pétrole, les métaux de base, mais on est plutôt là aussi sur des stratégies qui visent à être plutôt diversifiées sur les matières premières. Alors là, on parle de toute la collecte, effectivement. Où est-ce que vont les flux? Est-ce que, à l'inverse, il y a des segments de marché qui décollectent? Est-ce qu'il y a un vrai mouvement de rotation? On retire de l'argent de certaines stratégies pour en investir sur d'autres?
Alors, assez peu sur le marché ETF, mais néanmoins sur la partie obligataire, par exemple, on voit quand même des sorties. Donc, on a des sorties, par exemple, sur le mois de mars, on a eu 2 milliards de sorties sur l'obligataire, et on le voit particulièrement sur l'obligataire d'État. Les investisseurs cherchent à se protéger contre les hausses de taux. On a vu des hausses de taux pendant ce trimestre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, le segment obligataire, et notamment les durations longues, on cherche à sortir de ces stratégies. On sort aussi des ETF marché monétaire. Et puis, on va se mettre, par exemple, sur des ETF inflation, donc des obligations indexées sur l'inflation, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même global. Ouais. Et sur la partie crédit, alors encore une fois, on le comprend, hein, le gros de la collecte que l'on a décrit, c'est vers les actions, mais il y a des actifs risqués aussi sur les marchés de dette d'entreprise. Est-ce que là, ce sont des marchés qui tiennent bien aujourd'hui, qui suscitent toujours de l'appétit de la part des investisseurs ? Il y avait eu beaucoup d'appétit l'année dernière sur les ETF crédits, énorme collecte. Beaucoup moins pendant ce trimestre. Donc on a une collecte qui est assez faible, de l'ordre de 2 milliards d'euros, et avec une grande rotation vers l'ESG, sur le crédit. Bon, ESG, effectivement, là, qui devient structurel. La dette émergente, je pense aussi au thème émergent, qui a été un des grands trades de 2020, qui a dû susciter là aussi beaucoup de flux. Est-ce que les investisseurs sont toujours prêts à aller investir dans les émergents aujourd'hui ? Sachant que, je ne fais pas le panorama, mais les situations des émergents sont peut-être un peu plus fragiles aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait clair sur l'émergent. On a vu des flux plutôt positifs en début de trimestre, et puis on a vu des sorties, par exemple, au mois de mars. Ouais. Donc là encore, on voit plus de flux vers les actions émergentes que vers la dette émergente. D'accord. Bon. Et toutes ces tendances se poursuivent encore en ce début de deuxième trimestre Oui, on est à peu près sur le même rythme. Une dynamique qui est très très positive sur les ETF, et dont Lyxor bénéficie en tant que numéro 3 en Europe, et puis à l'avenir peut-être numéro 2 avec le projet qui a été annoncé l'année dernière. La semaine dernière, pardon. C'est l'ambition de créer un leader européen. Un leader européen, exactement. Lyxor, effectivement, ce sera le leader européen des ETF, avec les négociations exclusives qui sont en cours. Merci beaucoup, Régis, d'être venu nous apporter ces éléments de marché toujours très précieux. C'est une industrie des ETF qui prend évidemment beaucoup plus de place, de plus en plus de place aujourd'hui, et donc des flux qui sont très représentatifs de l'intérêt et de l'appétit des investisseurs. Régis Bourget, qui était à mes côtés en plateau, le responsable de la vente ETF et indexing pour l'Europe francophone chez Lyxor. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct sur Bismart à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.